mises sur la table. Nous ont rejoint Jérémy Clément, bonsoir. Vous êtes gilet jaune, chef d'entreprise dans le Loiret. C'est même une veste jaune, donc on la voit très bien. François Calfon, bonsoir, membre du bureau national du PS, conseiller régional d'Île-de-France. Et Frédéric Lefebvre, ancien ministre, cofondateur d'Agir, auteur du livre, votre dernier ouvrage qui s'appelle Chaos. Alors, on est un peu, voilà, on est en plein dedans. Hein. Alors, c'est pas évident de faire la transition en allant retrouver Antoine Bourdarias à Bourteroulde. Cette fois, c'est sûr, on est certain de la prononciation puisque ça nous a été confirmé. Grand Bourteroulde même. C'est là qu'Emmanuel Macron lancera officiellement demain le grand débat devant des maires. Il y a un maire également avec nous sur ce plateau. Dites-nous, Antoine, comment les choses vont se passer et surtout pourquoi ce village en particulier pour lancer le grand débat national? Eh bien écoutez, cette ville a été choisie pour le grand débat car elle est plutôt représentative du sentiment de ce mouvement des Gilets jaunes depuis le début. C'est une commune d'à peu près 4000 habitants qui est totalement concernée par la hausse du prix du carburant puisque la plupart des habitants ici travaillent à Rouen qui est à peu près à une trentaine de kilomètres. Et puis écoutez, les habitants ici se préparent évidemment à cet événement, cette journée de demain et c'est plutôt partagé sur cette annonce, sur cette venue du chef de l'État. Au début, tout le monde était très enthousiaste lorsque Bourteroulde a été choisi comme point de départ de ce grand débat. Et aujourd'hui, les commerçants sont plutôt partagés entre l'inquiétude et l'énervement. D'abord à cause de l'imposant dispositif de sécurité qui va accompagner le chef de l'État demain et qui va surtout bloquer entièrement le centre-ville. Tous les commerçants seront soumis à un contrôle d'identité pour pouvoir aller travailler. Et puis la circulation sera évidemment coupée toute la journée, ce qui va empêcher beaucoup de clients, d'habitants de venir faire leurs courses ici dans ce centre-ville. Et puis il y a ceux qui craignent également d'éventuels débordements. On sait déjà que des gilets jaunes ont prévu d'aller manifester autour de la commune. Ils ne pourront pas aller manifester dans le centre-ville à cause de ce dispositif de sécurité. Mais par précaution, certains commerçants ont quand même pris des dispositions. Le bar tabac, par exemple, en face de la mairie, a fait enlever les panneaux vitrés de sa terrasse. Et puis juste derrière moi, vous le voyez sur cette image de Vicente Acala, le boucher, lui, a quand même décidé de barricader sa vitrine et de ne pas ouvrir ses portes demain. Merci beaucoup Antoine Bourdarias, Jérémy Clément, donc vous qui êtes gilet jaune. Vous y croyez un petit peu à ce grand débat ou vous dites pas du tout, moi j'irai pas, ça m'est égal, c'est de l'enfumage et je préfère aller tous les samedis avec mes copains défiler? Je pense, on va le faire parce vous allez faire quoi? Participer. Bien sûr on va y participer. Aujourd'hui, on est en train de se structurer, de se coordonner pour montrer une exemplarité de la part de nos élus qu'on n'a plus depuis longtemps. Maintenant, il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. On sait très bien que l'argent, il y en a et que le débat de fond, c'est le pouvoir d'achat. Plutôt que de débattre pendant 2 mois là-dessus pour après nous dire oui, pour ou non, contre, etc., il aurait été bien de débloquer un peu de sous pour tous les gens qui ne mangent pas à leur faim, qui n'arrivent pas à payer leurs factures, qui sont expulsés, etc., etc. C'est ça qui est un peu triste. Jérémy Clément, il y a une série de questions, 35 questions proposées par Emmanuel Macron. Vous, la première question que vous voudriez poser lors de la première réunion à laquelle vous allez participer dans le cadre de ce grand débat, ce serait quoi? Je sais pas, l'exemplarité sur les fonctions de nos élus. Aujourd'hui, on en parle depuis le début, donc on va ressasser la même chose, mais il y a une telle déconnexion entre nos élus et le peuple. Je veux dire, aujourd'hui, on a 1% du peuple qui vit dans le même pays avec les 99% d'autres et qui se comprennent pas, voilà, les 99% disent les 1% sont malades, ils sont fous. Les 1% disent les 99, mais c'est pas possible, ils sont complètement abrutis. Ça devient vraiment compliqué. Il y a plus de confiance avec nos élus, encore moins avec ce gouvernement qui a mené une campagne magnifique avec des je trouve pas mes mots, mais il y avait un programme qui était parfait, qui n'a pas été respecté. Il n'y a rien qui est respecté aujourd'hui. Vous avez voté pour Emmanuel Macron, vous? Oui, au deuxième tour. François Calfon, comment on fait pour la retrouver, cette confiance? Écoutez, déjà, le débat de demain, je constate que les Gilets jaunes n'y auront pas accès. C'est un discours devant 600 maires. Oui. Donc il y a quand même quelques Gilets jaunes. C'est un débat pour tous les Français aussi, c'est pas que pour les Gilets jaunes. Est-ce que vous me laissez développer une idée simple, après tout assez basique, qui doit pas être inconvenante. Le premier symbole quand on ouvre le débat, c'est qu'il y ait quelques Gilets jaunes. Vous avez, je crois, des Gilets jaunes que vous recevez après sur ce plateau de l'heure. Dont Ingrid Levavasseur, j'ai discuté avec elle juste, mais vous pourrez en parler. Elle vous accompagne. Hein, je ne sais pas qui accompagne qui, mais ce que je sais, c'est qu'il y aura un cordon de CRS qui empêcheront les gilets jaunes de l'heure de rentrer. Donc déjà, là, ça commence très très mal. Hein. Deuxième chose, on pose plein de questions du genre bon élève. Alors on voit bien, il a écrit son nom, bien signé Emmanuel Macron, mais finalement, il y a 2 questions qui sortent très frontalement, très fortes, chez les Français et chez les gilets jaunes. C'est pas la même chose. Il y a le RIC, donc ça c'est un peu ouvert, la démocratie, et il y a l'ISF.
et il y a l'ISF. Et ça, on a déjà dit, enfin, toute la République En Marche a dit, pas question d'en parler. Derrière l'ISF, il y a la question des inégalités, qui est le sujet central. Eh bien, ce sujet des inégalités, faut se tenir sage, faut passer les cordons de CRS, et peut-être qu'on va pas en parler. Par contre, il y a un sujet qui n'était pas dans les ronds-points, contrairement à ce qu'un certain nombre d'éditocrates ont dit à longueur de... L'immigration. Ben bien sûr, c'était pas sur les ronds-points. Et je prends encore la précaution de ne pas parler au nom des Gilets jaunes. Je suis pas porte-parole. Mais par contre, je vois les sondages, c'est un peu mon expertise, sur les 10 questions abordées spontanément par les Français. De quoi on va parler? Il n'y a pas le pacte de Marrakech et tout ça. C'est une mystification. Et pourquoi M. Macron fait ça? Ben parce qu'il a fait un début de mandat en s'amusant avec la France insoumise. C'était le côté hocher, on agite, ils sont bons repoussoirs. Et puis ils ont bien servi, donc maintenant c'est le Rassemblement national. Pourquoi ça? C'est une opération politicienne toute simple, qui consiste à faire du Rassemblement national l'adversaire honni pour les élections européennes. Eh bien, si on veut régler un sujet aussi grave qu'on a devant nous, si on veut prendre cette opportunité, alors on ne fait pas de la politique politicienne. On est en ligne avec Bruno Kettel. On va prendre l'avis d'un député de La République En Marche. L'un d'entre eux était sur notre plateau tout à l'heure, mais pas forcément, disiez-vous, représentatif de l'ensemble de l'état d'esprit de la majorité. Bruno Kettel, quand vous entendez François Calfon sous-entendre que, en réalité, il y a aussi une part de manœuvre électorale dans tout ça, dans les choix des thématiques, et il citait notamment l'immigration, question qui est posée par Emmanuel Macron et thème qui avait été retiré pour être fondu dans un autre. Qu'est-ce que vous lui répondez ce soir? Vous savez, Monsieur Calfon, en tant qu'apparatchik patenté du Parti socialiste, il s'y connaît beaucoup mieux que moi en matière de manœuvre. Moi, je suis dans ma ville, là où je suis né, où j'ai grandi, où j'ai toujours travaillé, où j'ai eu la chance d'être élu député en juin dernier, et je suis là pour défendre la population de ma commune, la population de ma circonscription, la population de mon département. Je fais de la politique réelle, je fais pas de la politique virtuelle avec des incantations. Alors maintenant, j'ai bien entendu tout ce qui a été dit. Le débat, il est lancé demain, donc il n'a pas encore eu lieu. Il va durer plusieurs semaines, donc les conclusions, elles ne sont pas connues. Il faut aussi parfois être dans la confiance, l'échange, l'écoute et le respect. On ne peut pas simplement dénoncer ce qu'on croit pouvoir dire qu'il ne va pas. Il faut aussi venir autour de la table, discuter, échanger et être positif dans son comportement. Sauf que Jérémy Clément, qui est avec nous, Gilets jaunes, dit mais de toute façon, la confiance, elle n'est pas là. On n'a pas confiance dans nos élus. Comment vous pouvez le convaincre de vous faire confiance? Ça ne marchera pas. Mais monsieur Clément n'a pas confiance dans les élus. Il y a plus de 50% des Français qui n'ont pas voté au deuxième tour des législatives. Moi, je rappelle simplement que le droit de vote, il est accordé à tout le monde. Et je constate aujourd'hui que beaucoup de Gilets jaunes déclarent ne pas avoir voté depuis des années. Donc c'est paradoxal, je trouve, de contester le résultat des élections d'il y a 18 mois de la part de personnes qui, pour l'essentiel, n'ont pas participé au scrutin. Oui, mais ça pose quand même cette question de confiance, de défiance, même plutôt, pardonnez-moi, je vais le formuler comme ça, et ça vous pose la question à vous aussi, parce que c'est vous qui êtes en responsabilité aujourd'hui. Comment on fait pour retisser ce lien? C'est censé être l'objectif de ce grand débat. On sent quand même, voilà, Jérémy Clément dit qu'il va participer au grand débat, donc il y a de la bonne volonté, mais il n'est pas tout à fait sûr du résultat. Oui. Il s'inquiète un peu de la façon dont les choses vont se passer à la fin. Mais le résultat, on le verra au bout du débat, madame. Le résultat, on le verra au bout du débat. Si maintenant vous êtes là ce soir pour me dire de toute façon ça marchera pas, effectivement, c'est pas la peine de le mener. Non, je vous demande comment faire pour que ça fonctionne. Faire en sorte de venir aux réunions, d'y participer, d'être dans l'écoute, l'échange, et non pas une fois par semaine, d'être simplement dans l'incantation pour dire de toute façon ça marchera pas. C'est une situation compliquée, on s'en est jamais caché. Ce grand débat, c'est une première dans les institutions de la Ve République. Il y a eu la lettre du président hier où il pose plus de 30 questions qu'il met sur la table. Il a bien dit qu'il n'y avait aucun sujet d'interdit. Donc laissez ce débat démarrer, se dérouler à l'échelle de chacune des communes de France et de Navarre, et que chacune et chacun puisse, en toute liberté, venir s'exprimer. Natacha Polony. Je pense que on voit très bien les limites du discours de M. Kettel dans le fait qu'il explique finalement ils n'avaient qu'à voter. Il y a 57% d'abstention au premier tour des élections législatives. Ils n'avaient qu'à venir voter s'ils ne sont pas contents, c'est comme ça. Mais 57%, ça veut dire que la démocratie ne fonctionne plus, ça veut dire que quelque chose s'est brisé depuis très longtemps dans ce rapport de confiance. Ça signifie que les citoyens ont l'impression d'avoir été trahis pendant des années par leurs représentants, qu'à chaque fois ils votaient et que ce pourquoi ils avaient voté n'était pas suivi, et du coup nous avons une désaffiliation, ça devient quasiment un suffrage censitaire, les plus pauvres ne votent plus, donc on ne peut pas simplement leur dire vous aviez qu'à voter, il faut répondre à cette crise de défiance. Bruno Kettel vous répond.
Mais justement, le débat est un des moyens de réponse, d'échange, d'écoute. Le président n'a rien fermé comme porte dans son courrier et dans son expression. Et vous verrez demain, je suis sûr qu'il y aura beaucoup de surprises dans son expression également. Alors maintenant, effectivement, Madame Polony dit ça date depuis des années. Oui, alors je suis content de l'entendre dire que ça ne date pas d'il y a 18 mois et l'élection d'Emmanuel Macron. Maintenant, encore une fois, il y a une différence entre les incantations et le yaka faucon et le courage qui est mis sur la table aujourd'hui de poser toutes ces questions au peuple de France. Chacun est libre de venir participer à ce débat. Et je me félicite que M. Clément soit dans l'action positive. Et il faut aussi maintenant que ce débat ait lieu. Et on verra dans 2 mois ce qu'il en ressort. Mais arrêtons de considérer que c'est inutile à mener. Merci beaucoup Bruno Kettel, député de La République En Marche, en duplex depuis l'heure où se rendra donc Emmanuel Macron demain pour lancer ce grand débat. Mais ce grand débat, il a un peu commencé, figurez-vous, dans certaines villes, notamment à Nantes. La députée de La République En Marche locale a organisé une réunion ce soir. Écoutez. C'est une nouvelle manière de faire de la politique, c'est-à-dire qu'il y a un programme sur lequel Emmanuel Macron a été élu, et puis il y a la manière dont ce programme va être appliqué, sur laquelle on va pouvoir peut-être influer ou donner notre avis en tout cas, donc je trouve ça plutôt positif. Ils veulent que les Gilets jaunes participent et puissent s'organiser pour vraiment faire remonter quelque chose, qu'on leur donne une maison du peuple. C'est ce qui manque aujourd'hui sur Nantes. C'est ce que je viens porter ce soir principalement. On a une chance quand même formidable d'avoir un président qui nous a écrit personnellement. Je pense qu'il faut répondre à son invitation. Alors voilà, quelques réactions à l'organisation de ce tout premier débat. C'était à Nantes, vous disiez, Jérémy Clément, que vous alliez participer. On sent que ce n'est pas de gaieté de cœur. Mais il y en a un qui participe ici, on l'a entendu. Un autre gilet jaune, avec une proposition qu'il vient mettre sur la table. Quand j'écoutais ce maire de la République En Marche, député, excusez-moi, je débarque, je me dis, mais où va-t-on? Quand je l'écoute, si on ne sait pas ce qu'on sait, si on ne vit pas ce qu'on vit, on peut se dire que finalement notre frigo n'est pas vide. On l'ouvre, on le voit vide, mais si ça se trouve, il est plein. Et j'arrive pas à comprendre que, en expliquant tous les jours qu'il y a des fins de mois difficiles pour des millions de personnes, qu'il y a des débuts de mois difficiles, que le mois complet difficile, que moi j'ai un salarié qui va me quitter pour 400 € de plus par mois, ce qui est énorme, c'est-à-dire qu'il va partir ouvrier en usine pour avoir 400 € de plus parce qu'avec le salaire qu'il avait, il s'en sortait pas. J'en ai un autre, j'ai dû passer à 21 h parce qu'on croule sous les charges. Et quand on rentre chez nous, il suffit qu'on fasse un petit plaisir à nos enfants pour que ça nous emmène tout de suite à la fin du mois, même le 20. À un moment donné, si ça, c'est pas entendu, je sais pas ce qu'il faut faire. Frédéric Lefebvre, est-ce qu'il peut faire avancer les choses, ce débat, ou est-ce qu'on part de trop loin? Non mais voilà le sujet. Oui. Souvenez-vous, sur votre plateau, il y a 2 ans, j'en parle dans le bouquin, après avoir fait 126 étapes d'un Tour de France, je disais ici que le mot qui résonnait, que j'avais entendu le plus, c'était le mot suicide dans cette France, désespérée, abandonnée, avec des petits patrons qui croulent sous les charges, qui sont étranglés, le RSI que j'ai combattu, qui a été supprimé, mais c'est pas pour autant qu'on a supprimé les charges à payer. Oui. De la même façon, les agriculteurs. Et moi, je me souviendrai toujours de cette réunion chez un agriculteur qui venait de perdre son agriculteur voisin qui venait de se suicider. J'étais autour de la table avec toute la famille. Et ça, quand je l'ai dit il y a 2 ans, je peux vous dire que ça soit à gauche, à droite, tout le monde était complètement à côté de la plaque. Or, qu'est-ce qui aujourd'hui est sorti de cette colère ? Vous avez un gouvernement bloqué, vous avez des députés qui se font insulter, et d'ailleurs je trouve ça inacceptable parce qu'il y a des dérives qui sont dangereuses, et la France se retrouve dans le chaos. Alors il nous écrit une lettre, il va dire pendant 3 mois on va discuter, mais il y a des sujets sur lesquels on ne pourra pas parler, et moi je trouve que ce n'est pas la vraie solution. Vous savez, on a été élus, quand on est élu, les Français nous donnent un mandat pour décider et pour agir. Alors s'il faut réfléchir, leur demander, écoutez, réfléchissez à notre place, je vois pas l'intérêt. Nadine Morano-Lia, sur ce plateau, Jérémy Clément, il est gilet jaune, il est venu à plusieurs reprises s'exprimer sur ce plateau. Il dit, lui, il n'y va pas forcément de gaieté de cœur, mais que oui, il va participer à ce débat, parce qu'après tout, eh bien peut-être qu'il peut en sortir quelque chose. Qu'est-ce que vous lui répondez? N'y allez pas, ça ne servira à rien? D'abord, je le salue parce que j'ai eu l'occasion de débattre avec lui et je le trouve toujours intéressant dans ses remarques. Vous savez, débattre, ça ne nuit jamais, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que on a besoin de prendre des décisions. Et les décisions, on va encore attendre 3 mois avec un débat qui est quand même cadré par l'exécutif, où on ne sait pas trop bien comment va ressortir les conclusions de ce débat. Vous savez, on a le Conseil économique et social et environnemental qui, normalement, est là aussi
pour apporter des réflexions. Et moi, je trouve que c'est fou. On est en train de donner un petit peu la patate chaude aux maires en leur disant, allez, vous allez organiser des débats. Les Français, on leur dit, écoutez, moi je ne sais pas trop ce qu'il faut faire. Sur la fiscalité, quel impôt il faut supprimer, quel service public il faut supprimer. Et ça a fait l'ENA. Enfin, franchement, et c'est président de la République. Mais moi, je trouve ça hallucinant. Mais on n'a jamais vu ça, à dire vrai. On n'a jamais vu ça. Merci ce vent beaucoup. de révolte tel qu'il s'est construit, ce ras-le-bol, on n'a jamais vu ça. Merci beaucoup Nadine Morano pour avoir été en direct et en duplex avec nous dans ce grand soir spécial. Jérémy Clément, vous l'avez aperçu, Gilet jaune qui est toujours avec nous. Romain Goupil nous a également rejoint, le cinéaste, réalisateur Romain Goupil, bonsoir. Mathieu Orphelin, député La République En Marche, également député Julien Aubert, mais membre, lui, du parti Les Républicains ici, puis Sébastien Chenu, député Rassemblement National, qui est avec nous. Bonsoir à vous. Édouard Philippe s'est exprimé tout à l'heure, il a un peu précisé les contours de ce grand débat qui sera donc annoncé et développé demain par le président de la République. D'abord, on écoute donc le Premier ministre. Comme je m'y étais engagé, j'ai précisé les conditions d'organisation de ce débat, afin que chaque Français puisse se saisir de cette opportunité pour faire en sorte que ces conférences citoyennes régionales, qui verront des Français tirés au sort s'exprimer sur ce qui remontera du débat, puissent avoir lieu et avoir lieu dans des bonnes conditions, des conditions d'indépendance, des conditions d'impartialité, des conditions qui permettent à chacun de savoir que sa parole ne sera pas biaisée, ne sera pas méconnue, ne sera pas mal exploité, si j'ose dire, mais bien au contraire entendu et correctement porté. Mathieu Orphelin, on a le sentiment depuis que l'idée de ce grand débat a été lancée qu'il faut sans cesse rassurer sur oui, vous serez entendu, non, tout n'est pas joué d'avance. C'est la critique qui vous sera sans doute faite dans un instant en disant que certains sujets sont fermés. Et Édouard Philippe le fait encore ce soir. Ça commence demain. C'est demain qu'Emmanuel Macron sera face au maire. Et on a l'impression qu'on en est encore là. Soyez rassurés, tout va bien se passer. Non, mais je crois que c'était important de donner les conditions et d'assurer à tous les citoyens qu'effectivement leur parole sera prise en compte dans le cadre de ce débat, avec impartialité, avec neutralité. Il faut de la méthode pour que ce ne soit pas celui qui parle le plus fort qui impose ce qu'il a à dire, que chacun puisse s'exprimer, poser ses diagnostics, ses solutions. Donc c'est très important. Il y a la méthode donnée par le gouvernement. Il y a les 5 garants qui vont être ces personnalités qui vont s'assurer qu'effectivement on ait toutes les garanties sur la neutralité et l'impartialité. Et puis un autre élément fort dans ce que disait le Premier ministre et réaffirmé avant dans la lettre du Président de la République, c'est de dire que le gouvernement tiendra compte de ce qui va être dit, va être proposé dans ce débat. C'est très important. C'est pas juste un débat pour débattre, même si c'est important de retrouver le sens du collectif. C'est aussi un débat pour changer les choses et adopter de nouvelles politiques en plus de ce qu'on a fait depuis 18 mois. Romain Goupil, vous qui êtes un électron libre, indépendant évidemment dans votre pensée, dans votre jugement, qui voyez tout ça avec recul, vous y croyez, vous, ou bien vous vous dites ça prendra jamais? Non seulement moi j'y crois, mais vous mettez les dates, vous mettez des mauvaises dates. Ça a commencé avec les Gilets jaunes sur les ronds-points. Ouais. C'est la poursuite. Ça a continué avec les maires. Il y a eu une réunion avec une association des maires ruraux aujourd'hui, ils ont fait remonter toute une série de cahiers de doléances. Et vous pouvez, si vous lisez les journaux, voir les enquêtes du Monde qui ont été, le fameux dans le Finistère Nord, ils ont été dans toutes les communes lire les cahiers de doléances. Ouais. Vous voyez dans Libération, vous voyez dans le Parisien, tout ce qui remonte de 90 000 pour l'instant propositions, plus qui... Honnêtement, Romain, c'est un peu folklorique parfois ce qu'on lit, disons les choses. Mais bien sûr, mais complètement génial, complètement génial. Si tu fais la liste, ou si vous faites la liste des propositions, après, ça va dans le débat... Si c'est répété au niveau du pourcentage, si tu vois que sur l'évasion fiscale, il y a X centaines de millions de personnes... Tout le monde est contre l'évasion fiscale, on n'a pas besoin d'un grand débat pour le dire. Alors, si tout le monde est d'accord, et si toute la population considère qu'on doit faire des lois plus importantes sur l'évasion fiscale, après tu as sur les déserts médicaux, après tu as des remarques qui sont... Mais la liste est infinie des choses que les gens proposent. Après, le gouvernement... C'est à lui de décider. C'est-à-dire, une fois que c'est remonté, une fois qu'on est garanti que la méthode fait que les choses ne vont pas être rayées,
oubliés ou ignorés. Mais c'est incroyable. On dit ça, on dit cahier de doléances. Mais c'est des suggestions, c'est des propositions. Et parce qu'on ne pourra pas tout faire, il faudra faire des choix. Bien sûr, mais bien sûr. Mais là, quoi de mieux, quoi de plus incroyable que dire à tout le monde, vous pouvez par le numérique, vous pouvez par des assemblées générales, vous pouvez par les cahiers de doléances, et à la dernière manifestation à Bourges, pourtant, Dieu sait si cette organisation et les responsables des Gilets jaunes en colère n'ont pas ma sympathie, il y avait des stands où chacun remplissait, il y avait énormément de monde au début qui remplissait des cahiers de doléances. Il se passe quelque chose dont il faut Ça prend Jérémy Clément, vous le sentez? Ce que je sens, c'est que si on veut que ce débat national se passe bien, si on ne veut pas un acte 10, 11, 12, 13, 20, 30, 40, il va falloir, et ça c'est pas à moi de trouver la solution parce que c'est pas mon métier, ou alors on échange nos vies, il va falloir à un moment donné mettre de l'argent sur la table tout de suite, avant un samedi. Parce que sinon, il va se passer quoi un samedi? Vous viendrez reprocher aux Gilets jaunes en colère d'avoir fait de la casse, d'avoir fait de la provocation, etc., etc., alors que le problème d'aujourd'hui et de chaque samedi qui est ressorti, c'est le pouvoir d'achat. Vous pouvez très bien, si vraiment vous pensez ce que vous dites, si vraiment vous voulez repartir de zéro, vous avez le devoir de mettre de l'argent pendant les 2 mois à tous les gens qui ne gagnent pas 1 000 euros, qui en gagnent 300 en retraite, ou les mères isolées, ou les handicapés, etc., etc., etc. Mettez pendant 2 mois de l'argent sur la table. Il y en a de l'argent. On le sait. Sans le débat et sans... Mathieu Orphelin vous répond, Jérémy Clément. Non, mais ce qui est clair, c'est que d'abord, il y a eu des premières mesures qui ont été annoncées et que nous avons votées juste avant Noël. Et moi, j'ai été à Angers. Attendez, j'ai été à Angers, à la CAF, voir comment se passait la mise en œuvre, par exemple, de la prime, de la prime d'activité. Attendez, écoutez, à Angers, dans le Maine-et-Loire, 7 fois plus de dossiers dans ce début d'année, la prime d'activité, que l'an dernier sur la même date. 7 fois plus, pas 20% de plus. Super. 7 fois plus de personnes qui travaillent et qui vont gagner jusqu'à 100 euros en plus donc on par va mois. pouvoir mieux manger. Non, mais c'est important. Tu ne peux pas le faire de manière méprisante comme ça. C'est vrai que la prime d'activité... Méprisante en disant bravo. Ah oui, on est dehors 24 heures, on est dehors 24 heures sur 24. Les 10 milliards, c'est ça le mépris. Les 10 milliards, c'est quand même pas une invention. Non, le mépris c'est ça. Mais non, c'est toi qui dis, très bien, bravo, très bien, bravo, c'est rien. 10 milliards, c'est quelque chose. Alors pas en même temps, Julien Aubert. Je ne sais pas si c'est un grand débat ou un grand déballage. C'est-à-dire que la difficulté, moi j'ai aucun problème à organiser un débat national. On est un parti de gouvernement, donc on va essayer de participer. Vous dites on joue le jeu. Oui, il faut jouer le jeu. Participer. Il faut avoir un esprit de responsabilité. Bon, même si le gouvernement s'est mis tout seul dans cette situation, et c'est vrai qu'il a très mal géré, et aujourd'hui il y a un vrai sujet d'ordre public et aussi de profonde colère d'une partie de la population, il propose cette piste pour en sortir. Maintenant, ce qui me gêne, d'abord, c'est la multitude des sujets, dont on nous explique quand même que certains ne sont pas forcément sur la table. Un grand absent, c'est quand même l'Union européenne. C'est-à-dire que, normalement, le grand débat, il a lieu quand? Il a lieu au moment des élections. Quelle est la prochaine élection? L'élection européenne. Quel est le sujet dont on ne veut pas débattre pendant les mois qui vont précéder cette élection? L'Union européenne. Y a-t-il, oui ou non, d'ailleurs, des sujets qui viennent impacter? Quand on parle, par exemple, du budget, on a des règles budgétaires. On sait très bien que lorsque Emmanuel Macron a annoncé 10 milliards d'euros, il y a la Commission européenne qui a dit attention, vous allez sortir des clous du déficit. Donc, dans ce cas, il ne faut plus s'appeler la France. Voilà. Mais faut plus s'appeler la France. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est le vrai sujet. Donc ça, on n'en discute pas. Deuxièmement, ça, on n'en discute pas. Il va y avoir la campagne européenne. Il va y avoir des listes mais vous allez obliger le peuple à prendre des décisions. Vous allez obliger le peuple à prendre le pouvoir de manière démocratique, constitutionnelle et intelligente. Et si je puis terminer, pardon, avec votre permission, c'est un débat sans vote. Parce que si à la fin, on a des pages et des pages noircies de millions d'idées et qu'à la fin, le gouvernement dispose... à un moment donné, vous savez, la seule manière de trancher les différences, c'est de faire voter les gens. C'est la loi de la majorité. Au Parlement, ça s'appelle un débat sans vote. Un débat sans vote, ça sert à rien. Sébastien Chenu, on a entendu Julien Aubert qui nous dit nous, on est un parti de gouvernement, donc on va participer. Vous allez participer? Il n'y a pas votre assentiment, ce grand débat, vous n'y croyez pas? Moi, j'ai ouvert dans ma permanence de Denain, dès le premier jour, un cahier de doléances pour que mes compatriotes puissent exprimer leurs propositions, leurs idées, leurs revendications. Nous, vous savez, c'est un peu comme pour les manifestations, on n'est pas là pour donner des mots d'ordre.
Les Français qui veulent participer le feront très librement. Ils n'ont pas besoin qu'on leur dise de le faire. Et les Français qui ne voudront pas le faire ne le feront pas. Et d'ailleurs, je vois qu'il y a une majorité de Français, 52% dans le dernier sondage, qui disent on ne participera pas. Je ne vais pas dire que je me réjouis de ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que tout ça va donner. Parce que d'abord, j'ai plutôt l'impression d'un grand bricolage d'abord dans l'organisation. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des questions dans tous les sens. Après, il y a des questions qui n'y sont pas. Ça tâtonne dans tous les sens. Sur l'orientation et l'aspect indépendant du débat, je suis particulièrement sceptique, le truc des 5 garants. Moi, j'aurais préféré qu'on tire au sort 5 Français pour être garants. J'aurais préféré qu'on demande aux Gilets jaunes d'être garants, voyez-vous. C'est plutôt les ministres. C'est le premier débat. Je vais terminer. Alors, ce n'est pas... Je peux terminer ma phrase. Ce n'est pas, j'allais dire, chat échaudé craint l'eau. Ce n'est pas le premier débat organisé. Il y a eu une consultation sur l'Europe qui a été organisée par le gouvernement et la majorité En Marche. On a vu ce que ça a donné. C'était complètement bidon. Personne n'y a participé. Personne n'a rien entendu. Qu'est-ce qu'il en est sorti, on n'en sait rien. Bon, on nous dit il n'y a pas de question taboue. Formidable. S'il n'y a pas de question taboue, on va pouvoir parler de tout. Réindexation des retraites. OK, parfait. Pacte de Marrakech. OK, parfait. Regroupement familial. Enfin, on peut parler de tout. Mais est-ce qu'il y a des réponses qui sont tabous? Or, moi, quand j'écoute le président de la République et quand je le lis, j'entends un président qui nous dit ah oui, mais sur ça, on ne bougera pas. Sur l'ISF, on ne bougera pas. Sur les choix qui sont les miens, on ne bougera pas. Alors on va bouger sur quoi? Non mais donc on va bouger sur quoi? On va. J'ai quand même. C'est exactement. Je termine ma phrase, si vous le permettez. Donc on va bouger. Ce gouvernement va donc accepter de bouger sur quoi? Sur ce qu'il y a à la marge, sur ce qui ne le dérange pas, parce que si les Français lui font, par exemple, remonter par milliers la volonté de réindexer les salaires sur les pensions de retraite sur le coût de la vie. Ouais. Imaginons, les Français font cette proposition. Alors le gouvernement va le faire, ou alors on va voter, il y aura un référendum là-dessus. Donc quelle va être la capacité de répondre? C'est ça qui est intéressant, parce que soulever des questions, on le fait tous tout au long de l'année. Eh bien, écoutez, nous aussi, vous savez quoi, nous aussi on travaille. Voilà ce qu'il en ressort, notamment sur le sujet qu'on est en train de parler. Constat, ok, pas de problème. Compréhension et empathie, point d'interrogation. Dans les grandes lignes, les revendications du peuple sont reprises. Mais ce qui a été fait, voté, ne sera pas enlevé. Une limite au débat. Vous voulez qu'on relise ensemble? Lisez la suite. Le Parlement évaluera. Le Parlement des élus du peuple évaluera cette loi de l'ISF, transparence et avec le recul indispensable. Nous devons en revanche nous interroger pour aller plus loin. Est-ce que ça marche ou pas l'ISF? Mais vous êtes pour quoi? Pour l'ISF qui était sous Hollande? Pour l'ISF qui a déjà existé? Est-ce que ça a donné plus? En tout cas, je suis pas pour politiser faire votre travail, ça c'est sûr. De pouvoir d'achat? Est-ce que vous avez donné? Est-ce que vous avez revoté pour Monsieur, vous mettez le doigt sur quelque chose. Vous mettez le doigt sur quelque chose en disant le Parlement va évaluer. Oui, mais il y a un problème au niveau du Parlement. Les Français, à travers ce Parlement qui ne les représente pas, qui ne représente pas les sensibilités politiques de ce pays. Aujourd'hui, bah oui. Quand il y a 11 millions d'électeurs, par exemple, qui ont voté pour le Rassemblement national et que nous avons 7 députés, chacun s'accorde à dire que lorsque on est dans ce décalage énorme, on ne représente. Qu'on repose la question de la proportionnelle. Oui, mais c'est pour ça. Et je pense que c'est parce que ces débats-là ne se sont pas tenus à l'Assemblée nationale, qui n'ont pas pu se tenir à l'Assemblée nationale parce que les Français ne croient plus, il n'y a plus de consentement à la façon dont les députés votent l'utilisation de l'argent de leurs impôts, et bien que ces débats sont sortis et sont venus dans la rue. On va remercier Jérémy Clément et Patrick Bernasconi va vous remplacer, le président du Conseil économique, social et environnemental, dont la parole est attendue parce qu'il est partie prenante, figurez-vous, notamment sur la nomination des garants. Va-t-il nous donner un nom?